Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'une nouvelle imprimante 3D résine qui sont juste derrière la Pyocreate Alloth X1. Pyocreate qui est la marque premium mais surtout résine de Creality puisque Pyocreate a été racheté par Creality. Les nouvelles machines de la marque sortiront désormais sous la marque Pyocreate mais garderont le nom Alloth, comme les anciennes Creality Alloth. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, moi c'est Thomas, alias Morgenstern Printing. Je suis spécialisé dans l'impression 3D résine, le test de machines, mais également des produits associés à l'impression 3D, la peinture de figurines, la modélisation 3D et plein d'autres choses en lien avec la technologie. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus claire et surtout la plus intéressante possible. Parce que forcément, la review d'une imprimante 3D, c'est pas forcément le truc le plus glamour au monde. Néanmoins, si vous avez des commentaires vis-à-vis de la vidéo, la manière dont elle est tournée ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaye de prendre en compte la majorité des commentaires qui sont postés. Et bien entendu de faire avec mon budget et mes capacités, puisque je ne suis pas monteur vidéo. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, avant de démarrer cette vidéo, et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement et également à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, si vous n'êtes pas abonné à mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram, sur lesquels je vais poster d'autres formats que sur YouTube, je vous mets bien entendu les liens dans la description si vous voulez me suivre. Enfin, si vous souhaitez acheter du matériel d'impression 3D, y compris cette machine, sachez que tous mes liens affiliés sont disponibles dans la description. Je vous mettrai bien entendu mon Linktree sur lequel vous avez tous mes liens affiliés, sur lequel vous pouvez acheter tout le matériel d'impression 3D. Le but de ces liens n'est pas de vous faire payer plus cher les produits, même au contraire, de temps en temps vous avez des réductions additionnelles en suivant les liens, mais surtout ça vous permet de laisser un pourboire à la chaîne. Oui, parce que cette vidéo n'est pas rémunérée par Pyocreate. J'ai deux machines Pyocreate, je vous l'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, la vidéo n'est pas sponsorisée. Et vous allez voir, je suis totalement libre de dire ce que je pense de ces machines-là, sachant que je n'y étais pas allé de main morte avec les précédentes versions des Alloth, à savoir la Alloth Pro et la Alloth Mage, la Alloth Mage S et la Alloth Mage Pro, qui avait pris un petit peu cher dans les dernières reviews. Là, on va arriver sur le nouveau-né de Pyocreate, donc la marque résine de Creality, avec cette nouvelle imprimante. Alors, qu'est-ce que c'est Pyocreate? Il faut savoir que Pyocreate, c'était déjà un fabricant d'imprimantes résine avant de fusionner avec Creality. Donc Pyocreate, c'était une branche un peu sombre, professionnelle, plutôt destinée à la dentisterie, etc. Ils font des machines, par exemple, 2 en 1, qui font l'impression et le lavage des pièces l'une à côté de l'autre. Hein. Donc c'est pas des petits nouveaux dans l'impression 3D résine, bien au contraire. À l'époque, Creality avait lancé sa propre marque d'imprimante 3D résine. Je ne sais pas si les machines avaient été designées ou non par Pyocreate. En tout cas, en 2023, lors de la Formnext, il y avait déjà une séparation des deux stands, Creality et Pyocreate. Donc les deux marques étaient vraiment à deux emplacements différents, pas du tout ensemble. Sur 2024, à la Formnext de Francfort, les deux marques étaient ensemble sur le même stand. Donc vous aviez Creality et Pyocreate. À l'époque, il n'y avait pas encore cette machine. Hein. Il y avait la Alloth Mage Pro, si je ne me trompe pas, et la Alloth Mage S, mais qui du coup était présentée sur le stand de Pyocreate, avec bien entendu toutes les autres machines Pyocreate qui existaient déjà auparavant.
Depuis, Creality a décidé de se soustraire un petit peu de cette partie-là et de laisser la main totalement à PioCreate pour créer ses imprimantes 3D résine. C'est pour cette raison d'ailleurs que les machines ne sont plus brandées Creality, mais bien PioCreate. Bon, par contre, elles sont toujours en vente sur le site de Creality, donc ne vous étonnez pas. Si vous allez sur le site de Creality, vous allez trouver ces machines. Si vous allez sur le site de PioCreate, vous allez trouver également ces machines. Alors, pourquoi est-ce que j'ai deux Alloy X1? Alors déjà, vous voyez, le design n'est pas le même sur les deux machines. Vous en avez une où il y a écrit Alloy ici, et vous avez l'autre où il n'y a rien de marqué devant. Et bien tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes machines. Voilà, j'ai deux Alloy X1 qui sont différentes. La première qui est juste ici, c'est tout simplement le prototype de la marque. Les premières machines qui ont été envoyées avant même le lancement du Kickstarter. La deuxième machine qui est juste ici, c'est la machine de série. Voilà, donc c'est celle qui a été produite après le lancement du Kickstarter. Alors ça va être intéressant cette vidéo parce que du coup vous allez pouvoir voir la différence entre les deux machines. Mais du coup je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai ces deux machines. En fait, la raison est très simple, c'est que la machine proto qui est juste là, que j'avais reçue bien avant tout le monde, et ben la problématique c'est que c'était un prototype. Donc les matériaux ne sont pas les matériaux définitifs, les cartes électroniques ne sont pas les cartes électroniques définitives, et il y a un certain nombre de fonctionnalités qui, à l'époque de l'envoi de cette machine, ne fonctionnaient pas. Alors, choix ou pas choix, je ne sais pas si j'avais une machine buggée. En tout cas, chose est que j'ai démonté l'intégralité de cette machine pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la fonctionnalité ne marchait pas. Puisque, en fait, par la suite, donc j'ai reçu cette machine au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc ça date un petit peu déjà, avril 2025. Et j'ai reçu le système AFU, qui est un petit système qui se met à côté de la machine. Et qui sert tout simplement à alimenter la machine en résine de manière automatique, de mettre les paramètres de la résine de manière automatique et également de peser la quantité de résine à l'intérieur de la bouteille de manière automatique. Et bien ce système, quand il est arrivé chez moi courant du mois de juin, quelque chose comme ça, et ben, il ne fonctionnait pas avec cette machine proto. Donc la question était, est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est le système AFU? Bref, j'ai démonté l'AFU, tout était OK dedans. J'ai démonté la machine, tout était OK dedans. Je branche les deux ensemble, ça marche pas. Bon, pas de chance, vous allez me dire. Qu'est-ce que fait PioCreate? Il me renvoie un deuxième AFU qui ne marche toujours pas sur cette machine. Voilà, donc là, à un moment donné, on va dire que ils n'ont pas de chance. Mais en même temps, c'était le plus logique qu'ils m'envoient une deuxième AFU puisque c'est l'élément le moins cher. Donc si c'était celui-là qui était défectueux, ça leur évitait de me renvoyer une machine. En l'occurrence, il s'avère que cette machine a un faux contact au niveau du branchement du connecteur qui vient tout simplement détecter la présence de résine. C'est un détecteur, c'est un capteur qui vient mesurer le niveau de résine. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a déjà vu sur d'autres machines, comme par exemple la GK3 Pro ou la GK3 Ultra qui est juste ici, qui lui a un système de contacteur. Donc c'est comment dire, un potentiel électrique qui va être détecté, une différence de potentiel. C'est le cas également sur les machines Elegoo ou les machines Anycubic où vous avez deux sondes qui plongent dans la résine. Là, il n'y a rien qui touche la résine. C'est tout simplement un niveau qui se fait par infrarouge, hein, donc un aller-retour qui va tout simplement mesurer la quantité de résine au fond du bac. En tout cas, si j'ai bien compris, hein, parce qu'il y a zéro explication, mais de mon point de vue, en tout cas, c'est ce système de fonctionnement. D'ailleurs, si je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais normalement, je suis pas très loin de la vérité. Et donc, j'avais un faux contact au niveau du connecteur. Donc, si je trifouillais un peu le connecteur quand il était branché, l'AFU se mettait à être détecté et du coup, je pouvais l'utiliser. Le problème, c'est qu'il fallait le maintenir, mais vraiment avec un poil de cul. Donc, j'ai essayé de mettre des cales dans le connecteur, etc.
c'était un peu merdique. Donc, ce qu'a fait Creality, en tout cas PioCreate, ils ont été très professionnels. Et ils se sont dit, bah, plutôt que de lui envoyer un truc à la Zub et qui démonte la moitié de la machine, même si c'est ce que j'avais déjà fait, hein, tout était démonté. Elle est très facile à démonter d'ailleurs. Si un jour vous devez démonter cette machine, elle est extrêmement simple à démonter et vous avez accès très facilement aux composants. Donc ça, c'est un point positif que je vous donne déjà d'avance. Mais du coup, ils ont été professionnels et ils ont dit, vas-y, c'est bon, on t'envoie une nouvelle machine qui en plus sera la machine de série. Et comme ça, tu pourras montrer les différences avec le proto. Donc voilà, ne vous en faites pas, les machines proto, ce qu'on reçoit en tout cas en tant qu'influenceur, c'est toujours des machines un peu bancales. Elles peuvent être beaucoup mieux que les machines de série et en même temps, d'un autre côté, elles peuvent être aussi parfois défectueuses par rapport aux machines de série qui, elles, sont corrigées au fur et à mesure du développement du produit. Alors, durant cette vidéo, comment ça va se passer? On va commencer par une brève présentation de la Allotte X1, donc ses caractéristiques principales, je vais vous les montrer directement dans la machine. On passera ensuite à des impressions que j'ai réalisées sur cette machine. Ceux qui me suivent sur TikTok et sur Instagram ont déjà vu les impressions courant du mois de mai au juin. J'ai extrêmement traîné pour cette review pour la simple et bonne raison, elle devait sortir au mois d'août, sauf que j'étais 3 semaines en congé. Je suis revenu de congé en septembre et j'ai été malade 1 mois et demi. Voilà, donc désolé, je n'ai pas pu sortir cette vidéo lorsque je le souhaitais, tout simplement parce que vous auriez eu une vidéo où je parlais comme ça, un peu du nez. Donc ça n'aurait pas forcément été agréable pendant toute la durée de la vidéo. Avec en plus les bruits de reniflage. Bref, je vous ai épargné ça et je me suis dit il vaut mieux attendre que je sois en forme pour vous tourner cette review. C'est maintenant chose faite. Par la suite, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera, après avoir revu les impressions et la qualité des impressions réalisées sur ces machines, on parlera des points forts de cette machine et bien entendu de ses points faibles. Ceux qui me suivent sur la chaîne ont l'habitude de ce format-là. Et bien entendu, à la fin, je vous parlerai de mes conclusions vis-à-vis de ce produit. Est-ce que c'est un bon plan, un mauvais plan? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Est-ce qu'il y a des choses très mal faites? Voilà, donc on fera la conclusion. Allez, je vous propose qu'on parte sur ce programme-là. C'est parti! Alors, voilà les deux Allotte X1, l'ancienne et la nouvelle version. Vous avez à gauche le prototype avec le Allotte X1 écrit ici et le Allotte sérigraphié sur le capot. Alors que sur la version définitive, vous n'avez plus le Allotte sur le capot. Par contre, vous avez toujours le Allotte X1 sur la façade avant. Juste au milieu, vous avez le système AFU, on en parlera en détail juste après, qui permet tout simplement, avec les bouteilles de résine de la marque Allotte, de lire le tag NFC qui est compris derrière l'étiquette et qui vous permettra de mesurer le niveau de résine dans votre bouteille. Alors, ce que je vous propose, puisque j'ai la version définitive et le prototype, c'est qu'on regarde la version définitive, puisque c'est celle que vous allez acheter, et on comparera lorsque c'est nécessaire avec le proto. Alors, au niveau design de cette Allotte X1, vous avez l'écran tactile qui est situé sur le dessus, en façade avant. Alors, c'est plutôt étonnant pour une machine résine. En général, les écrans sont situés sur la partie basse, hein, vous pouvez le voir ici, ici, bref, sur toutes les imprimantes résine. PioCreate a fait le choix de mettre l'écran sur le dessus. Personnellement, je trouve ce choix très intelligent, notamment avec l'inclinaison de l'écran qui le rend beaucoup plus ergonomique que sur les imprimantes où il est là en dessous et où vous devez cliquer comme un débile. De la même manière, vous avez le port USB qui est situé sur le dessus. Par contre, vous avez le port Ethernet qui lui est également situé sur le dessus. Alors là, par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il est situé là. Alors si, parce que il y a l'électronique juste là en dessous. Mais là, par contre, le port Ethernet, je trouve ça débile, puisque vous allez avoir un câble qui va traîner vers l'arrière, certainement, pour aller vous brancher en Ethernet. Par contre, pour ce qui est du port USB, vous allez le voir, si j'arrive à mettre la clé dans le bon sens,
Vous allez avoir votre clé USB, vous pouvez ouvrir le capot, ça ne pose pas de problème, vous voyez, ça ne tape pas dedans. Par contre, c'est vrai qu'avec un port Ethernet, bah, vous allez avoir le fil qui va passer de là, puis à là derrière. Enfin, je trouve ça un peu merdique. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça soit ouvert ou fermé, on a toujours accès à l'écran, au port USB, au port Ethernet. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Au niveau des charnières, vous voyez le capot. Donc je peux le mettre à mi-hauteur, ça tient. Par contre, ici, vous voyez... Là, bah, ça ne tient plus. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le défaut de ce système de charnière que vous avez ici. Alors, vu que j'ai démonté celle-là, je sais comment c'est foutu. Vous pouvez régler la dureté des charnières. Vous avez des vis ici, mais pour ça, il faut démonter le capot arrière. Vous pouvez le resserrer pour que le capot soit un petit peu plus dur et qu'il reste bloqué ici. Bref, vous avez des petits patins ici. Tout simplement pour éviter que quand vous descendez, voilà, ça fasse du bruit. Voilà, ça fait pas de bruit. C'est un petit patin. Ouh, le lapsus m'habite. Bref, c'est un petit patin antidérapant et surtout anti-bruit. Je vous rassure, sur la version proto, c'était déjà le cas. Voilà. Donc les charnières, ils n'ont pas amélioré entre le proto et la version définitive. Au niveau du capot, on est sur un capot en acrylique orange, ce qui veut dire très bonne résistance aux UV. Vous n'aurez donc pas besoin de mettre une capote anti-UV sur votre machine si jamais vous êtes proche d'une fenêtre. Bien entendu, une fois que vous ouvrez le capot, il n'y a plus de filtre UV. Donc voilà, il faut quand même prendre des précautions quand vous avez une imprimante 3D résine, mais ça c'est le cas sur toutes les imprimantes 3D. Par contre, Creality a fait le choix de garder une couleur orange, puisque le jaune et le orange sont les meilleures couleurs pour filtrer les UV. Voilà. Ouais, là où tous les derniers, ils mettent des capots noirs, qui du coup, eux, ne sont pas anti-UV. La première fois que j'ai déballé cette machine et que je l'ai assemblée, je me suis dit... Putain, mais il y a du jeu au niveau du plateau, là, il n'y a rien qui tient. Putain, comment ça se sert, ce truc de merde. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Tout simplement, puisque lorsque vous allez lancer une impression, vous allez avoir des morts. Alors, on va essayer de les regarder. Hop, juste ici, qui vont descendre et qui vont tout simplement, hop, plaquer le plateau. Ici, et qui vont l'empêcher de bouger. Voilà, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous voyez ce plateau, vous allez le rentrer et vous allez vous dire, putain, mais ça tient rien du tout. Le plateau a un design particulier. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors je sais, ne faites pas attention derrière, c'est mon bordel. Tout simplement, ce plateau, vous le voyez, a différentes zones et surtout, ici, il a... deux poignées, enfin une poignée de chaque côté qui bouge. Alors, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour, hop, libérer votre impression du plateau. Donc, vous pouvez soit monter les petites lames, c'est-à-dire créer du vide, soit les descendre et pousser les lames pour décrocher ce qui était fixé sur le plateau. Alors, bien entendu, si vous avez des petites impressions qui vont se fixer entre les lames ou sur les lames uniquement, ce système ne servira strictement à rien. Mais dans la plupart des cas, vous allez mettre des radeaux. En tout cas, moi, je mets quasiment systématiquement des radeaux. Et donc, vous allez être à cheval sur ces lames-là. Et donc, le fait de... ça vous permet tout simplement de libérer votre impression sur un plateau, dans votre bac d'alcool. Et de ne pas avoir à passer avec une spatule et donc de le rayer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ce système, franchement très bien pensé. Il s'avère que le plateau accroche très bien, donc pas besoin de le poncer. Il s'avère également que le plateau est plat, donc pas de problème de planéité. Hein. Les morts vont vraiment fixer la partie du plateau ici pour l'empêcher en fait d'être fixé par exemple comme ceci, hein. Ou encore pire comme ça, vous voyez. Donc, quand les morts vont venir sur le plateau, il va se mettre
totalement droit et totalement plat pour avoir une zone d'impression totalement plane. Donc ça marche très très bien, c'est très bien pensé. Et niveau innovation, c'est la seule imprimante qui se rapproche d'un système professionnel comme celui de Formlabs, qui est en plateau qui peut se plier pour décrocher les impressions. Donc eux proposent cette innovation, je trouve ça très très bien. Sachez que le plateau n'a pas de sens, voilà, que vous le mettiez dans ce sens ou dans celui-là. Le plateau est bien pensé pour pouvoir être mis dans n'importe quel sens. Ça marchera sur l'imprimante. Donc là, encore une fois, très bien pensé de la part de PioCreate. Par contre, et je dis bien par contre, vous vous en doutez, la résine va rentrer ici, entre toutes les lames, etc. Ce plateau à nettoyer est juste l'enfer. Voilà. Alors vous avez des biseaux qui ont été mis, vous voyez ici à chaque fois c'est en biseau. Mais vous allez avoir de la résine ici, vous allez avoir de la résine ici, vous allez en avoir partout. Bref, vous allez en avoir entre les lames, donc à nettoyer. Le plateau, c'est simple, vous le balancez dans l'alcool et il se nettoiera comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, petite différence avec le plateau originel, vous voyez, le plateau originel était noir. En tout cas, une partie noire. Le nouveau plateau est totalement métallique. Voilà, le plateau que moi j'avais originellement, c'est celui-là. Et vous voyez, il est tout le temps dégueulasse. Et je vous assure, il est tout collant. Voilà, donc je pense qu'ils ont enlevé la peinture noire. Parce qu'à mon avis, avec le temps et les nettoyages et la résine, je pense que la peinture se fait bouffer et doit s'écailler. Donc, ils sont passés à une version tout métal. Première chose à noter, le bouton d'allumage est situé à l'arrière. Vous n'avez pas de transfo, c'est directement branché sur votre prise secteur. Voilà, donc de ce côté-là, le bouton à l'arrière, c'est un peu merdique. J'aurais préféré avoir ce bouton sur le dessus plutôt qu'un port Ethernet à ce niveau-là et de foutre le port Ethernet à l'arrière. Voilà, ça aurait été un choix intelligent. Juste derrière la partie écran, vous avez ici la connectique pour pouvoir brancher le tube d'alimentation de résine de l'AFU. Et vous avez le port USB-C d'alimentation de l'AFU et de communication avec la Allotte X1. Au niveau de l'écran, un affichage sobre comme sur les petites sœurs, que ce soit la Allotte Mage S, la Allotte Mage ou la Allotte Mage Pro. De ce côté-là, on a un menu pour l'impression, un menu pour les paramètres. Petite nouveauté, on a la température de la résine qui est indiquée juste ici. On a la connexion Wi-Fi lorsqu'elle est connectée. Et à côté, on a le Cloud Creality qui ne se voit pas très bien. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, juste ici. Donc, vous avez ça sur l'écran. L'écran tactile... hop là, attendez, je vais revenir en normal. L'écran tactile est plutôt réactif, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça répond très bien, très rapidement. Par contre, l'interface est très mal pensée, en tout cas très mal organisée, comme toujours sur les imprimantes résine Creality. Donc, je suspecte quand même que ça soit PioCreate qui avait fait l'interface des anciennes Creality Allotte. Voilà, sachez que dans les paramètres, vous allez avoir le nettoyage. Voilà, c'est pas du tout un paramètre, c'est du nettoyage, ça n'a rien à voir. De la même manière, vous avez les commandes de l'axe Z qui sont dans paramètres. Pour moi, ça n'a rien à faire dans paramètres. Je comprends leur logique de dire dans impression, vous n'avez que les modèles d'impression, donc les modèles que vous avez slicés et déjà imprimés sur la machine. Donc là, voilà, mais du coup, tout est là-dedans. Donc c'est un peu le foutoir pour trouver, parce que vous avez des choses aussi dans l'aide. Donc là, on vous dit comment faire pour installer le plateau, mettre la résine, bref, voilà, vous avez une petite aide. Dans la partie nettoyage, vous pouvez ajuster directement le temps d'exposition sur l'écran. Alors, le slider, vous voyez, celui-là, il marche pas trop bien. C'est pas très bien pensé. Je suis en français, mais j'ai detección en espagnol. Voilà, donc la traduction, c'est pas top. Par contre, l'écran, on y viendra après. Ça, c'est juste une dinguerie, cet écran. Il est incroyable. Bref,
On va arrêter. Les traductions sont très mauvaises. On va remettre la machine peut-être en anglais. Non, je vais la laisser en français. Comme ça, si on voit des bugs, vous pourrez les voir également. Le module d'alimentation, c'est tout simplement l'AFU. Donc je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas appelé ça. Hop là, on va revenir en arrière. Ce menu AFU. Puisque bah, du coup, ça aurait permis de savoir que vous rentrez dans le menu de ce petit module-là. Voilà. Je trouve ça un peu con. Quand vous rentrez dedans, donc, vous pouvez suivre la température. Donc, vous pouvez mettre une température de chauffage qui peut monter jusqu'à 45 degrés. Donc, voilà. Vous pouvez décider d'activer ou non le chauffage. Vous voyez la quantité de résine dans la bouteille. Voilà, tout simplement. C'est traqué avec un tag RFID. Donc, tant que la bouteille n'est pas utilisée, je vais appuyer dessus. Regardez. Hop. Voilà, vous voyez, donc vous avez une petite balance située sous la bouteille. Donc ce n'est pas une mesure en fonction de ce qui passe dans la pompe. C'est tout simplement du pesage de la bouteille. Vous avez le petit module de balance juste ici qui vient peser le poids. Alors par contre, ce qui me chagrine un peu, vous voyez, c'est une bouteille de 1000 grammes, donc 1 kg. Elle est scellée. Je la mets sur l'AFU. 740 grammes. Est-ce que je me ferai pas un petit peu enculer? Ne vous en faites pas. Il y a un bouton pour ça. Vous appuyez ici. Vous faites étalonner. Voilà. Là, il y a 0. Donc, il faut enlever la bouteille. Hop. Lui dire... Pardon. D'étalonner. De lui dire que, grosso modo, là, il y a 0. Terminé. Et maintenant, on va remettre la bouteille. Et on a bien 1000 grammes. Voilà. Donc, PureCreate ne vous encule pas avec leur bouteille de résine. Sachez-le. Alors, sur ce menu, vous avez également, quand vous mettez votre bouteille de résine, voilà, un petit logo pour vous indiquer que le tag RFID de la bouteille de résine a été lu. Hop, vous pouvez tourner la bouteille dans tous les sens. Le tag ne va pas s'enlever, vous voyez, je la tourne. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir une position particulière. Tout simplement parce que le tag, eh ben, il est en dessous. Voilà, malinx le lynx. Et vu que je suis malinx, je prends le tag, je le mets sur une autre bouteille. Voilà. Il voit pas la différence. Pour lui, c'est ce qu'il y avait là-dedans. Bon. Honnêtement, le tag, que vous le changiez de bouteille, ça ne sert strictement à rien. Tout simplement parce que le tag RFID permet de reconnaître le type de résine qui a été installé sur l'AFU, puisque la machine va vous proposer des paramètres prédéfinis pour la résine que vous venez d'installer. Alors, quand vous avez connecté votre X1 au réseau Wi-Fi, vous pouvez directement mettre votre machine en sans fil. Donc voilà, on va le faire. Améliorer. Et du coup, vous allez avoir le téléchargement du nouveau firmware dans la machine qui va s'installer automatiquement. Voilà, c'est plutôt fiable et surtout, c'est très pratique d'avoir ça sur la machine. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de le faire en local et ça, c'est très important puisque vous avez des machines où aujourd'hui, vous ne pouvez que lancer des mises à jour en Wi-Fi. Une fois que la mise à jour est terminée, vous cliquez sur « Mettre à jour ». Vous pouvez également mettre le système du firmware de l'AFU. Donc ça, c'est plutôt pas mal puisque vous le mettez directement depuis la machine. Et vous lui dites, voilà, vas-y, mets à jour également le firmware de l'AFU. On va lui dire d'accord. Et c'est bon, c'est fait. Voilà. Voilà, quand ça se met à jour, le petit écran bleu de la mort qui tue. Mais ça va relativement vite, la mise à jour des composants. Donc, vous voyez, c'est franchement très efficace. Au niveau de la construction de la machine est plutôt exotique. Déjà, la première chose à noter, vous avez un axe Z, enfin 2 axes Z, un de chaque côté, tout simplement pour stabiliser ceci, puisqu'en fait, ce n'est pas le plateau qui va descendre et monter, c'est tout simplement le bac avec l'écran qui va monter
puis descendre au fur et à mesure de l'impression pour revenir à sa position initiale. Sur ce bac, vous avez ici un petit module qui vient se déclipser, voilà, qui est juste ici, et qui peut se clipser donc sur le bac, hop, comme ceci. Là, il est bien enclenché. Mais vous pouvez également, alors en tout cas, c'était le cas sur le proto, je vais vous le montrer juste ici. Vous aviez ici une protection qui venait se fixer, que bizarrement, je n'ai pas sur la version définitive. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un oubli dans l'emballage? Aucune idée. En tout cas, sur le proto, il y est. Et du coup, je vais le démonter et vous montrer à quoi il sert. Voilà, je l'ai démonté du proto, puisque de toute façon, l'AFU ne marche pas sur le proto. Et je l'ai installé sur la version définitive. Donc, vous avez cette petite pièce. Alors, il faut que je la serre, parce que pour l'instant, elle n'est pas serrée. Voilà, c'est maintenant chose faite. Et bien tout simplement, elle vous sert, hop, à fixer l'arrivée de résine qui vient par ce tube ici et qui est connecté là. Et le connecteur qui est également ici sur ce capteur. Si jamais vous avez de la résine qui vient, si jamais elle vient couler par inadvertance, vous avez cette petite bavette qui va tout simplement retenir une partie de la résine et ensuite couler vers le bac. Voilà, le bac est installé. Donc vous pouvez soit mettre le capteur sur ce petit support à l'arrière, tout simplement pour libérer le bac, puisque le bac se libère en ouvrant ces deux manettes. Et vous pouvez ensuite, hop, alors une main c'est pas forcément le truc le plus simple, voilà, retirer le bac. Donc vous avez un sens sur le bac. Vous avez l'écran juste en dessous, on le verra juste après. Et donc, pour le remettre, vous venez mettre le bac. Faites attention à la petite bavette qui est juste ici, de bien la mettre par-dessus, puisque sinon, ça coulera derrière le bac. Et ensuite, vous pouvez verrouiller le bac, ça ne bougera plus. Donc, un système plutôt bien pensé. Même si le seul inconvénient, c'est que pour l'ouvrir, vous devez avoir de la place des deux côtés pour ouvrir les manettes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Vous voyez, il faut se mettre à minima comme ceci pour ouvrir de chaque côté. Donc voilà, il faut prévoir de la place de chaque côté de cette machine. Bien entendu, si vous n'avez pas d'AFU, vous n'aurez pas ce système de bavette, vous n'aurez pas ce capteur là. Je pense savoir pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans la machine. Je viens de le dire, puisque tout simplement j'avais monté le système AFU sur celle-là. J'en ai reçu une deuxième, mais je n'ai pas monté le système là-dessus. Donc en fait, c'est quand vous recevez ce système-là qu'il est fourni avec. Donc, vu que j'en ai déballé qu'un seul, l'autre est dans l'emballage. On va vérifier ça tout de suite. Donc vous avez l'AFU et en effet, vous avez la sonde ici et vous avez le support avec la bavette. Vous voyez, l'autre est là et le deuxième est ici. Donc, ce n'est pas dans l'emballage de la machine, c'est bien quand vous achetez l'AFU. Alors, au niveau de la construction du bac, on a le niveau max qui est écrit à l'arrière. Vous avez bien entendu le support qui est juste ici, qui permet de fixer le système d'alimentation. Un beau bec verseur, celui-là il fait plaisir, parce qu'il est bien designé. Et on a ces poignées de chaque côté avec le système de verrouillage. Au niveau du film, ce n'est pas précisé ce qui est livré avec la machine. À mon avis, c'est du PFA, donc un NFEP. Vu la transparence, il y a de très fortes chances que ce soit ce film-là. Au niveau du montage, malheureusement, c'est un film pincé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double cadre, comme vous pouvez voir. Il y a juste le film qui est posé et ensuite ce cadre qui vient le pincer et le tendre. De ce côté-là, pas de progrès de la part de PioCreate par rapport aux précédentes versions de Halot. Le précédent bac, lui, était tout métal. Le nouveau est tout noir, donc l'inverse du plateau. Je n'ai pas inversé les bacs et les plateaux entre les deux machines. Non, le plateau est tout métal et le bac est tout noir sur la version définitive. Voilà, sinon niveau design il n'y a strictement rien qui change. Le système de faible pincé c'est le même, le bec verseur c'est le même, le support c'est le même, le niveau c'est le même, bref voilà, rien qui change. Petite chose intéressante au niveau de ce bac, ce sont ces petits points. Donc vous avez 4 ancrages ici, c'est tout simplement grâce à ces points là
que le système de nivellement va fonctionner. C'est ces points-là qui vont permettre d'être totalement alignés entre l'écran et le plateau. Tout simplement, quand votre écran avec le plateau vont monter, donc je vais vous le montrer, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est bien l'écran avec le bac qui monte et non pas le plateau qui descend et qui monte. Donc vous allez avoir vraiment tout le dessous de la machine qui va monter. En dessous, vous avez un petit message de ne surtout rien mettre en dessous, puisque quand la machine va descendre tout en bas, si vous avez quelque chose là en dessous, et bien tout simplement, ça va finir écrabouillé. Mais surtout, vous avez un bac de rétention ici, qui permet de retenir les débordements de résine à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Donc c'est très facile à nettoyer. Vous passez avec un microfibre et de l'alcool et vous pouvez nettoyer tout ce qui a été déversé en dessous. Donc ça, c'est très bien pensé. Le capteur de fin de course est situé là en dessous, à l'arrière. Vous voyez, vous avez la petite LED. Voilà, rien de particulier sur le design sous l'écran. Mais ce qui était intéressant, et on en parlait, c'est ces petits ergots. Je vais vous montrer à quoi ils servent. Voilà, j'ai monté le bac quasiment au maximum. Et vous voyez, au niveau du plateau, vous avez des petites tiges ici qui viennent sortir et qui vont se caler pile en face de ces ergots. Hein, donc il y en a 4. Voilà, donc si je monte par exemple de... Hop là, on va monter vraiment tout doucement. Voilà, là il n'a pas aimé parce que je l'ai forcé. Mais vous voyez, le plateau vient tout simplement pousser dessus. Donc là, ça ne bouge plus. Hein. Donc vous avez vraiment le plateau qui est calé là-haut. Et vous allez ensuite avoir un système de mort qui va le fermer. De la même manière, ici, vous voyez, ça ne bouge pas. Vous ne pouvez pas toucher aux lames. Donc vous ne pourrez pas décrocher l'impression. Et c'est vraiment ce système avec les 4 ergots. Ta gueule. Ah, il a la porte ouverte, il n'a pas envie que je le fasse. Bref. En fait, il est en mode verrouillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Ici, on va lui désactiver. Voilà. Puisqu'on peut désactiver le truc du plateau. Comme ça, il ne me casse pas la tête. Voilà. Et donc, il se met en sécurité une fois que le truc est verrouillé. Vous avez d'ailleurs ici un petit bouton, hop là, on le voit, d'arrêt d'urgence. C'est tout simplement pour libérer le plateau. Vous appuyez comme un bourrin dessus et ça peut permettre de décrocher tout simplement la sécurité du plateau. Donc là, vous pouvez le faire également en le désactivant directement dans le menu. Donc la machine n'a tout simplement pas de système d'auto-nivellement puisque tout va se faire entre le bac de résine et le plateau qui vont pousser ces ergots vers le haut. Donc là, vous voyez, le plateau est verrouillé. Hein. Donc là, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai dit, voilà, tu peux monter et descendre alors que le capot est ouvert. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, une fois qu'il est monté, il a considéré qu'il était en train d'imprimer. Donc le plateau est totalement verrouillé. Vous voyez, les morts se sont fermés ici. Donc les morts tiennent le plateau et vous n'avez plus possibilité de l'enlever. Voilà, vous ne pouvez pas non plus tourner, hein, ça ne bouge pas. Et donc pour le déverrouiller, vous devez claquer le bouton. Je vous montre quand même ce que ça donne hein, quand c'est déverrouillé. Voilà, là c'est sur le proto. Je vais le faire, mais il faut que j'ai les 2 mains pour pouvoir appuyer parce que là, à une seule main, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous appuyez ici, vous allez tout simplement soulever les morts. Vous voyez, hop, le système de verrouillage ici. Vous pouvez le faire directement au niveau de la commande de l'axe Z. Vous appuyez sur déverrouiller. Voilà. Le bac va descendre, se mettre en sécurité totalement en bas. Et ensuite va déverrouiller tout simplement les morts. Voilà. Et maintenant on peut enlever le plateau. La chose intéressante sur cette Allotte X1, c'est tout simplement son écran, puisque l'écran est découpé en 92 zones d'illumination. C'est une nouvelle technologie qui n'est pas encore présente sur les imprimantes grand public. C'est d'ailleurs la première fois que je vois ça sur une imprimante grand public. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec la fonction de nettoyage. Hop.
Voilà, on va faire le nettoyage. Et vous allez voir à quoi ressemblent toutes les zones découpées d'illumination de l'écran. Alors, tous ceux qui ont mesuré ces écrans ont déjà trouvé une uniformité d'illumination extrêmement bonne, ce qui n'est pas le cas sur les concurrentes de cette machine. Donc avec ce nouveau système de PioCreate, vous allez avoir une illumination vraiment très uniforme de l'écran pour vos impressions 3D, ce qui est un très gros avantage pour un écran 10 pouces, enfin 10,1 pouces de 16K. Alors, 16K sur ce format d'impression, on est sur des pixels de 14 par 19 microns, donc on a des pixels rectangulaires. Néanmoins, la version 16K est franchement ultra propre pour sortir des impressions très détaillées, on le verra juste après dans la vidéo. Donc franchement, le nouvel écran de cette machine, moi personnellement, je trouve ça génial. Et pour l'avoir testé, je peux vous garantir que ça marche extrêmement bien. Voilà. Après, se pose la question du remplacement des pièces, puisque forcément, vous avez un système d'illumination qui est découpé en 92. Ça m'étonnerait qu'on puisse remplacer seulement une cellule, une par une. Donc à mon avis, vous êtes obligé de remplacer l'intégralité. C'est sûr que par rapport à un système avec une lentille de Fresnel, à mon avis, ça coûte quand même beaucoup plus cher le système d'illumination. Au niveau de l'écran, ce qu'on peut noter, c'est la présence d'un film de protection. Vous avez un film de protection qui est au-dessus de l'écran, hein, donc qui couvre l'intégralité de la zone sous le bac, ce qui permet tout simplement de protéger cet écran des déversements. Donc ça, très positif. Et surtout, la protection d'écran va sous la zone qui est vissée ici, donc elle protège vraiment toute la surface de l'écran. Ça, très bon point. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble avec le logo Allotte, vous avez vraiment des lignes qui sont extrêmement bien démarquées. Le cercle qui apparaît parfaitement. Donc vraiment, la qualité s'annonce très bonne et on le verra juste après également sur les impressions 3D réalisées sur ces machines. Au niveau du système AFU, alors c'est dommage parce qu'il est extrêmement beau de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Le côté beau, c'est le côté à l'arrière, en tout cas pour la logique des choses. Puisque tout simplement, si vous le mettez dans ce sens et que vous devez mettre votre bouteille à l'arrière, c'est pas forcément très pratique. Donc, personnellement, je le mets comme ceci pour avoir accès à la bouteille, pouvoir remplacer le tube plongeur qui se met dans la bouteille. Il est plutôt bien pensé puisque comme vous pouvez voir, il se plie hop, et se referme pour prendre moins de place. Vous avez ici le système de balance et en même temps de lecture du tag RFID. Vous avez hop, la petite griffe quand vous avez des bouteilles Allotte que vous pouvez rentrer sans forcer à l'intérieur. Et forcément, vous enlevez le bouchon, vous avez le bouchon adaptatif qui se met à la place. Forcément, c'est un bouchon qui ne va que sur les bouteilles Creality ou Siriatech, puisque c'est les mêmes formats de bouteilles. Et vous avez un système de libération rapide du connecteur qui se fait avec un quart de tour. Hein. Donc voilà, vous mettez ça dedans, vous tournez d'un quart de tour, il est verrouillé. Et vous avez votre tube plongeur pour alimenter en résine. Et franchement, ils ont fait ça bien parce que regardez, vous avez même hop, un petit emplacement pour pouvoir mettre le quart de tour et le ranger quand vous ne l'utilisez pas. Voilà, je trouve ça plutôt très malin. Donc le système AFU qui est très bien pensé. Déjà parce qu'il y a le poids du produit que vous reste dans la bouteille. Donc vous pouvez savoir exactement combien il vous reste de résine à l'intérieur. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir les paramètres de la résine que vous utilisez qui sont directement connectés via le tag RFID qui est présent hop, sous la bouteille, comme je le disais auparavant. Donc la bouteille de chez PioCreate avec leur petit logo juste ici en bleu. Alors, chose intéressante lorsqu'on rentre dans les paramètres d'impression, vous avez Allotte Box juste ici. Vous avez activé la surveillance de la caméra ou non. Et vous avez également la possibilité de faire des timelapses ou non.
Mais pour ça, il faut la caméra. Et malheureusement, je n'ai pas la caméra dans cette machine. Donc voilà, je n'ai pas la possibilité de vous montrer cette fonctionnalité. Au niveau de la surface d'impression disponible dans cette Alloy X1, on est sur 211,68 de long, sur 118,37 de profond et sur 200 cm de haut. Donc voilà, une taille plutôt standard actuellement, même si la hauteur de 200 est un petit peu limite par rapport à ses concurrentes qui peuvent monter jusqu'à 220 voire 250. Donc c'est vrai que ne vous attendez pas à imprimer des choses extrêmement hautes avec cette imprimante moyen format. Sachez que vous êtes obligé d'avoir une bonne hauteur au-dessus de votre machine, tout simplement pour ouvrir le capot, ce qui n'est plus le cas sur les modèles de ses concurrentes et qui n'était plus le cas sur les précédentes Alloy. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis en arrière sur ce système-là et qu'ils n'ont pas mis les charnières de côté justement pour avoir le capot qui se lève beaucoup moins haut que ça. Sachez que si vous achetez cette machine, vous devez avoir quasiment l'équivalent de la hauteur de la machine au-dessus. Voilà, c'est un peu con, mais bon. Au niveau du design, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je la trouve plutôt compacte. Vous pouvez la comparer juste à côté avec la Anycubic M7 Pro. Vous voyez que la machine est quand même ultra compacte. Par contre, forcément, elle a aussi une hauteur d'impression qui est moins importante que celle-ci. Alors, pour les impressions réalisées sur cette Alloy X1, je ne vais pas vous montrer tous les tests que j'ai fait, puisque j'ai fait énormément de petits tests que je vous ai montrés directement sur TikTok et sur Instagram. Je vais vous montrer 3 impressions après avoir fini mes réglages. Et on va directement regarder les niveaux de détail de ces impressions. Alors, on va commencer par cette impression de Blanche-Neige. Alors, le modèle est de Nerickson. C'est tout simplement Blanche-Neige qui tue la méchante belle-mère. Vous avez tous les nains qui sont plus ou moins torturés autour du beau miroir sur cet arbre. On va regarder la figurine en détail et surtout je vais mettre un petit peu plus de lumière dessus. Alors déjà premièrement la Blanche-Neige, elle est sortie très très propre. On a des petites traces de support à l'arrière. Comme d'habitude, je ne trafique pas mes impressions pour vous faire des reviews. Certains font du post-traitement avant de vous les montrer. Il y a 0 post-traitement, c'est brut de décoffrage sorti de l'imprimante. Vous le voyez également en dessous. Alors, les emboîtements se sont imprimés parfaitement, il n'y a pas de déformation. C'est vraiment très très propre. On va regarder cette figurine un peu plus en détail. Hop, je vais zoomer dessus. Alors, ce qu'on voit, c'est que les textures fines, notamment ici au niveau des tissus, au niveau du corset avec tous les petits lassages, le visage, les cheveux, la petite collerette de la robe, tout c'est parfaitement imprimé. Bien entendu, au niveau des traces de support, ici, j'aurais eu des ajustements à faire pour pouvoir les rendre un petit peu moins marqués. Néanmoins, c'est quelque chose qui va très facilement se poncer et s'enlever au post-traitement, donc de ce côté-là, pas de problème. Vous avez le petit cœur, donc voilà, une très belle figurine designée par Nerickson. C'est imprimé avec la résine Inslogic haute résolution. Donc ce n'est pas imprimé avec la résine PioCreate. On va regarder le reste de la figurine. Au niveau de la méchante belle-mère, là on voit encore mieux les détails fins, notamment au niveau des bijoux. Alors j'ai du moiré ici puisque c'est imprimé en couche de 50 microns. J'aurais pu imprimer en couche de 30 microns, mais comme 95% des gens impriment avec l'épaisseur de 50 microns, j'ai tout simplement imprimé en épaisseur standard. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Alors, ici vous voyez le niveau de détail de cette imprimante. Franchement, c'est extrêmement propre, surtout quand on compare avec la taille de mon empreinte digitale. À côté, vous avez mes empreintes ici. Et ça s'imprime
extrêmement bien. Vous avez le petit bouquin qui est sous son bras. Vous avez tous les détails au niveau de la couronne, le visage. Alors, vous voyez, vous avez des petites épaisseurs de couches. Alors là, on n'est pas sur du moiré, hein. Là, c'est clairement les épaisseurs de couches, parce que vous pouvez le voir sur toutes les épaisseurs. Vous pouvez les voir ici également, voilà. Mais franchement, très très belle impression. On voit tous les détails, c'est très très propre. Donc de ce côté-là, pour l'instant, la Allotte X1, elle imprime très très bien. Au niveau du socle, alors on voit le miroir ici. J'ai même encore des petites traces de support. Tous les petits détails ressortent parfaitement. Vous avez ici la pomme pourrie avec des verres à l'intérieur. Vous avez un nain qui a une hache dans la tronche. Vous en avez un qui est pendu. Vous en avez un deuxième qui est pendu. Celui-là, en plus, a les yeux cousus. Voilà, c'est assez dégueulasse. Vous avez un nain ici qui, encore une fois, est pendu. Vous avez un nain qui, ici, est en train de se faire bouffer par les araignées. Vous en avez un autre ici qui a une tête. Voilà, je sais pas, il a un crâne. Je sais pas ce qu'il a sur la tête. Bref, on s'en fout. Et le dernier qui est en train de se faire... qui s'est pris des clous. Voilà, qu'il a plein de clous plantés dans le corps. Donc vous avez les 7 nains qui sont du coup totalement défoncés par Blanche-Neige. Miroir, miroir sur le mur. Qui dans ce territoire est la plus féerique de tous. Voilà. Donc un très beau modèle sculpté par Nerickson, si jamais le modèle vous intéresse. Voilà. On va bien entendu, hop, l'assembler. Alors, comment est-ce que ça marche? Voilà. Alors, les emboîtements sont extrêmement bien. Hein. J'ai pas besoin de retravailler quoi que ce soit. L'imprimante est extrêmement précise. Donc, les emboîtements se font très très bien. Donc, voilà pour le premier modèle imprimé sur la Allotte X1. Très content de ce modèle, mais pas très content de la résine de chez Inslogic pour le coup sur cette machine. Je pense un peu de surexposition, mais voilà, à voir. Donc je me suis dit, on va la mettre de côté, parce que des fois, certaines résines réagissent mieux en fonction de l'exposition avec les machines. Je pense que cette résine est un peu trop sensible pour cette machine, elle surréagit un petit peu. J'ai ensuite imprimé ce buste de Daiten. Alors, ce buste-là, c'est la deuxième version du personnage de Daiten, le samouraï mi-humain, mi-mutant, enfin mi-démon de Black Forge Game. Vous l'avez ici, hop, sous le socle. Voilà, Black Forge Game. Et j'ai imprimé ce buste parce que déjà je le trouvais magnifique, mais surtout parce qu'il y avait des choses. Hop, vous voyez, alors là je viens de le décoller, hein, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas cassé, c'est juste décollé. Mais il y avait des choses assez fines à imprimer, et notamment cette corde qui du coup s'imprimait en un seul morceau, comme ceci. La flèche qui pareil s'imprimait en un seul morceau. Je vais juste recoller la corde parce que sinon ça va être un peu dégueulasse sur la vidéo, alors qu'elle s'est parfaitement imprimée. Alors, du coup, ce buste, j'ai recollé le petit morceau que j'avais cassé tout simplement en la trifouillant devant vous. C'est un buste qui est imprimé avec la résine PioCreate 16K. Donc, la résine qui est de base faite pour cette machine, vendue par le fabricant pour cette machine, etc. On va regarder ça en détail, mais déjà, de prime abord, le résultat est extrêmement bon. J'aime beaucoup la couleur gris très clair de cette résine. On est sur une résine qui s'appelle Sea Mist Grey, donc brume marine gris. Voilà, c'est pas forcément la meilleure traduction, mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur. On va regarder le modèle en détail. Hop, on va zoomer un petit peu dessus. Alors, au niveau de ce modèle, vous allez voir que tout s'est parfaitement imprimé. Le visage du personnage de Daiten, les tissus, vous voyez, vous avez toutes les textures de tissus.
qui sont parfaitement imprimés. Le cuir ici, vous avez les marques du cuir qui sont très bien imprimées. Les cheveux, voilà, vous avez les petits cheveux, toutes les petites flèches, toujours bien sûr des textures du tissu. Là, vous voyez que j'avais déjà un peu optimisé mes supports. Vous avez des toutes petites traces de support sur le modèle, tout simplement parce que j'avais déjà optimisé mes supports. À l'arrière, vous avez ce magnifique chapeau japonais, chapeau traditionnel japonais, qui s'est parfaitement imprimé. Hein. Donc là, ce ne sont pas des traces de support, hein, c'est vraiment le modèle du chapeau avec des petits bouts de paille qui dépassent tout autour. Le carquois en osier, vous voyez, parfaitement résolu. Franchement, c'est extrêmement propre. Et bien entendu, toutes les flèches dans le carquois. Au niveau du modèle, donc voilà ce que ça donne sur ce modèle de Daiten de chez Black Forge Game. Bien entendu, l'arc s'est imprimé en une seule pièce, la flèche également et les cordes également. Et vous voyez que ça s'est imprimé très très bien. Donc un très beau buste réalisé sur cette Alotte X1. J'aime beaucoup ce buste-là. On va ensuite attaquer avec un autre buste de chez Black Forge Game, à savoir Valtalion. Alors malheureusement, la résine a travaillé entre le moment où j'ai imprimé ce modèle et le moment de la review. Comme vous pouvez voir ici, il y a eu une déformation de la base. Je pense clairement que c'est lié au design du modèle, puisque vous avez une base creuse et que le poids du buste appuie tout simplement sur la base et va venir la déformer. L'épaisseur de la base n'est pas suffisante pour pouvoir soutenir le poids, donc malheureusement il faudrait que je réimprime cette partie-là pour que le nom qui était parfaitement imprimé, hein, si vous regardez la vidéo originale sur TikTok, puisse être sous le buste et non pas superposé, enfin le buste n'est pas censé être superposé sur le nom. Donc voilà, un peu dommage que du coup le buste ait bougé. Clairement ce n'est pas lié à la résine, enfin forcément c'est lié à la résine puisque c'est elle qui a bougé, mais clairement je pense que c'est le poids du buste parce que celui-ci est quand même relativement lourd. J'y ai passé 2 kg de résine pour l'imprimer. On est déjà sur un beau modèle, hein. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, on a un beau modèle d'une trentaine de centimètres. Donc ça pèse un petit peu son poids et surtout, vous le voyez, ce n'est pas un modèle évidé. Voilà, le modèle est imprimé en plein, contrairement au précédent hein, que j'ai imprimé évidé, parce que de temps en temps, j'aime bien avoir des modèles pleins pour voir ce que donnent les imprimantes d'un point de vue résultat. Puisqu'en général, quand les imprimantes doivent tenir du poids, elles ont tendance à un petit peu galérer. Et c'était l'objectif de ce test. Donc on va regarder ce buste de Valtalion, qui est designé par Black Forge Game et notamment le sculpteur Daniel Peterson. Voilà, c'est écrit en dessous. Seul truc dommage, comme dit, c'est la base qui n'est pas assez épaisse pour soutenir le buste. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les détails d'impression sur ce modèle. Alors, ce petit buste, toujours imprimé avec la résine 16K de chez PioCreate, le niveau de détail est quand même très très bon. Regardez la finesse des détails au niveau des écailles de ce dragon. Vous avez ici les petites épaulières, toutes les petites écailles au niveau du visage. Franchement, c'est très très propre. Je vous rassure, quand j'ai imprimé cette base, elle était parfaitement plane, hein, elle n'était pas écrasée par le poids du modèle. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça s'est totalement écrasé. Au niveau du pilier, vous avez le Black Forge Game qui est juste ici. Comme d'hab, je vous montre, je ne ponce pas pour un souci tout simplement de transparence vis-à-vis de vous sur les modèles que j'imprime. Donc voilà, un modèle extrêmement propre. On va regarder également les cornes au niveau du modèle parce que j'aime beaucoup ce modèle-là. Voilà, vous avez un petit motif comme ça sur les cornes, c'est très très beau. Donc une très très belle impression. Également à l'arrière, vous avez ces petits motifs. Ce ne sont pas des moirés, hein, c'est vraiment le motif de l'impression.
Et donc, tout simplement, un très beau buste imprimé en plein avec la résine 16K de chez PioCreate, de chez Black Forge Game. Si vous voulez imprimer ce modèle-là, sachez qu'il va falloir évider toutes les pièces pour tout simplement le poids, pour éviter que ça se déforme comme ça s'est déformé ici. Avec le poids de la miniature. Si jamais la vidéo originale, lorsque j'ai sorti cette figurine, enfin ce buste sur la halote et sur mon TikTok, et vous verrez que le socle était parfaitement aligné. Voilà, donc très très belle qualité d'impression. Bien entendu, un meilleur résultat avec la résine 16K de chez PioCreate par rapport à la résine haute résolution de chez InsLogic. Un petit peu déçu du coup de cette résine sur cette machine, qui pourtant sur d'autres machines me donne des résultats extrêmement bons. Voilà. On est de retour ensemble pour parler désormais des points forts et des points faibles de ces PioCreate Halote X1. On a vu ensemble, bien entendu, les caractéristiques de la machine. Je vous l'ai présenté de fond en comble. Et on va, je vous ai montré également les résultats d'impression. Maintenant, on va parler de ce qui fait mal. Alors, ce qui fait mal et ce qui fait du bien, les points forts de cette machine, et forcément, ce qui fait du mal, les points faibles. Alors, le premier point fort de cette machine, je vous en ai parlé dans la vidéo, c'est tout simplement son écran 16K. Alors 16K avec un écran de 10,1 pouces, c'est plutôt standard sur les machines moyen format de la même catégorie que cette machine. On a une résolution en taille de pixels de 14 par 19 microns. Donc là, plutôt standard également pour un écran 16K sur cette taille de machine. Jusque-là, rien à redire. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le système d'éclairage derrière, qui est subdivisé en 92 zones, mais qui surtout a une uniformité d'éclairage UV qui est extrêmement bonne. Donc très peu de variations dans l'intensité lumineuse de ces 92 cellules qui sont collées les unes aux autres et qui vous permettent d'avoir vraiment une uniformité de la qualité d'impression sur le plateau. Donc là, très bon point fort, une très bonne innovation de la part de PioCreate. J'allais dire Creality, putain. Donc voilà, très très bon point. Le combo entre l'écran haute résolution et le système d'éclairage propre à cette machine. Le deuxième point fort, c'est que cette machine n'a pas de système de nivellement. Et elle n'en a pas besoin. Voilà, c'est simple. La construction de la machine est faite de sorte que vous n'avez pas besoin, jamais, de faire un nivellement sur cette machine. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que tous proposent de l'auto-nivellement. PioCreate sont les seuls aujourd'hui à vous proposer pas de nivellement. Ça, c'est mieux encore parce que du coup, il n'y a pas de risque que ça se dérègle. C'est vraiment purement mécanique. Alors par contre, il faut que ça soit au poil de cul, le réglage dans les usines de PioCreate. Parce qu'il faut absolument que l'écran, quand il monte avec le bac, il soit parfaitement aligné avec le plateau. En l'occurrence, ça marche très bien sur cette machine, donc gros point fort et franchement, très belle réalisation de PioCreate sur cette Halote X1. Ça fait plaisir, ces deux innovations qui sont extrêmement intéressantes sur cette machine. La troisième innovation, forcément, c'est le fait que ce soit l'écran et le bac qui montent, puis ensuite descendent progressivement. Alors, il y a un très gros avantage à ça, c'est que le bac descend uniquement de ce qui est nécessaire. Vous avez moins de mouvement, mais surtout votre pièce d'impression, elle est immobile. C'est le bac qui vient monter et descendre. Alors bien sûr, quand vous allez monter et descendre, vous allez avoir des flux de résine. Quand vous remontez, vous avez de la résine qui peut pousser votre modèle et le décaler de la même manière. Mais le fait que le plateau ne bouge pas du tout, c'est quand même quelque chose qui vous permet d'être ultra stable au niveau du modèle et donc d'éviter forcément d'avoir des déformations de modèle. Bien entendu, le fait que le bac ait un NFEP peut gérer de l'accroche au niveau du bac,
Mais ça se gère très facilement, notamment en changeant le film. L'autre point dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même relativement intéressant sur cette machine, c'est sa vitesse. Puisque cette machine peut monter jusqu'à 170 mm par heure, donc 17 cm par heure, sachant que la hauteur maximale d'impression est de 20 cm. Vous pouvez vous attendre grosso modo en 1h15 à faire la totalité de l'impression, à condition que vous imprimez en couche de plus de 100 microns. Voilà. Néanmoins, ça reste une imprimante très rapide, dans la même lignée que la Alloth Mage S et la Alloth Mage Pro, si je ne me plante pas, qui avaient des vitesses déjà très proches. Je crois même que la Alloth Mage Pro avait la même vitesse. Donc voilà, on est sur une machine haute vitesse. Là, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, on est avec un nouveau système, tout simplement d'écran et de bac qui va monter et descendre. Donc le 2 cumulé, je trouve que c'est plutôt un bel exploit, donc c'est important de le souligner pour une première machine avec ce type de système, en tout cas en version grand public, parce que PioCreate avait déjà ce système auparavant, mais en version grand public, compacte dans une machine de cette taille, il n'avait pas encore. Petit point fort, mais c'est important de le noter, c'est la protection d'écran. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est con, mais quand il n'y en a pas, on fait la gueule, donc quand il y en a un, il faut le dire. Autre innovation, le dégagement de l'impression avec le plateau qui va tout simplement, les 2 poignées rotatives de côté qui vous permettent de libérer facilement l'impression. La seule imprimante, enfin en tout cas les seules imprimantes qui proposaient ce type de système auparavant, c'était des Formlabs. Vous avez désormais une imprimante grand public qui vous permet de faire quelque chose d'équivalent. Voilà, donc très bien. Mais je ne le mets pas dans les meilleures innovations, pour la simple et bonne raison qu'elle a un gros point faible, et on en parlera juste après. Bien entendu, en point fort, la machine est compatible sur Shitubox, sur Litchi Slicer, et sur le slicer PioCreate, que je n'utilise pas du tout, puisqu'il ne sert à rien, j'utilise celui de Shitubox. Voilà, c'est marqué juste ici. Autre petit point fort, le verrouillage automatique du plateau, qui se fait directement lorsque vous lancez une impression. Donc ça vous évite d'oublier de verrouiller votre plateau, tout simplement parce que ça va se verrouiller en montant. Le verrouillage du bac se fait de manière très simple, avec les 2 poignées qui viennent se fermer. C'est très visuel, contrairement par exemple à la GK3 Pro ou la GK3 Ultra, où vous avez des trucs à glisser, mais vous ne savez jamais si c'est poussé que c'est verrouillé ou si c'est tiré que c'est verrouillé. Donc des fois, vous devez vous faire un nœud au cerveau, tester votre bac. Là, si c'est ouvert, de toute façon, ça dépasse du capot. Vous ne pouvez pas fermer le capot avec les poignées ouvertes. Donc en fait, c'est un détrompeur qui vous empêche de lancer votre impression sans avoir verrouillé le bac. Autre point fort, l'écran sur le dessus avec l'angle face à vous. Ça, c'est franchement agréable. Honnêtement, l'écran n'est pas le plus grand, on en parlera dans les points faibles. Mais par contre, le fait qu'il soit face à vous, bien orienté et pas en bas, à la verticale, et que du coup vous devez vous baisser et regarder comme un con, ça c'est plutôt pas mal, avec le petit port USB juste à côté. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique d'avoir une petite antenne USB comme ça, enfin une clé qui dépasse comme une antenne, mais par contre c'est accessible et c'est tout ce qu'on lui demande, donc c'est plutôt bien. La machine est équipée du Wi-Fi, de la Wi-Fi pour les puristes, bref, donc très bien. C'est également connecté à Creality Cloud, ou Alloth Cloud, je ne sais jamais comment est-ce qu'il s'appelle, qui vous permet directement de charger vos modèles sur le cloud et de les envoyer vers la machine, etc. Donc ça, un point positif, même si personnellement je ne l'utilise pas. La machine est quand même relativement compacte, vous l'avez vu et vous la voyez d'ailleurs à côté d'une M7 Pro de chez Anycubic. Voilà, la machine est très compacte. Néanmoins, elle va devoir nécessiter d'avoir de la place au-dessus pour ouvrir le capot et de chaque côté pour ouvrir les poignées du bac. Donc, même si la machine est ultra compacte, malheureusement, elle va prendre beaucoup de place par rapport à d'autres machines qui ont les nouveaux systèmes de capot et qui ont des vis pour déverrouiller le bac et une poignée pour déverrouiller le plateau.
Voilà, donc la machine est très compacte, mais on en parle, on va aborder après juste les points faibles, mais malheureusement elle prend de la place. On va ensuite parler du système qui est uniquement fourni dans la version combo, mais que vous pouvez acheter à part, qui est tout simplement le système AFU, qui est le système d'alimentation en résine. J'aime beaucoup ce système parce que non seulement on a la lecture des tags RFID quand vous avez des résines propriétaires, donc c'est quand même pas mal parce que vous allez pouvoir précharger les paramètres pour cette résine, mais surtout vous allez avoir la pesée de la bouteille. Et ça c'est franchement très bien, c'est les seuls à le proposer. Le fait de peser la bouteille, c'est tellement bien parce que derrière vous vous posez toujours la question, il me reste combien dans ma bouteille avant de lancer ? Là, au moins, vous pouvez peser. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez peser. Voilà. Alors, ce qui est cool, c'est qu'avec les résines propriétaires, vous avez directement la déduction de la bouteille. Voilà, puisque eux savent combien fait leur bouteille. Si vous utilisez une autre résine, vu que déjà, il n'y a pas de tag RFID, mais surtout, vous ne saurez pas si le poids est juste. Donc, le fait d'utiliser la résine propriétaire avec cette machine, c'est quand même un gros bonus du fait du tag RFID et surtout du poids de la bouteille qui est pris en compte dans le poids pesé par l'AFU. Voilà, après, le système AFU, est-ce que c'est efficace, pas efficace ? Pour moi, ça reste dans la moyenne de tous les systèmes d'auto-remplissage. Le truc un peu compliqué, c'est le système qui vient se déplacer à l'avant ou à l'arrière de la machine pour pouvoir le décrocher ou le remettre sur le bac. Bon, c'est pas forcément le truc le plus esthétique ou le plus pratique, mais ça fonctionne. Sachez-le, ça fonctionne. Donc, ce qu'on va reconnaître, c'est les points positifs de ce système-là avec la pesée, les tags RFID et le fait qu'il fonctionne. Voilà, c'est déjà pas mal. Enfin, dans les points forts de cette machine, je voulais quand même souligner la montée en puissance et en gamme de cette Alot X1 de la part de PureCreate. On sent quand même que les mecs de PureCreate, c'est des spécialistes de la résine, là où Creality, ils étaient vraiment en mode bon, on sort une machine, mais voilà, on n'est pas convaincus nous-mêmes. Là, on sent que PureCreate, ils s'y connaissent et surtout qu'ils sortent des innovations qui étaient avant réservées aux professionnels et qu'ils les amènent avec une version grand public. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir. C'est une prise de risque quand même de la part de Creality, avec PureCreate bien sûr, de sortir une machine avec autant de différences par rapport aux machines du marché. Néanmoins, je pense que c'est quand même un point fort sur cette machine parce que c'est ce genre de machine, donc celle-ci, les oranges, qui vont justement ramener de l'innovation, du changement dans le paysage de l'impression 3D résine et qui vont faire réfléchir en fait les autres constructeurs d'imprimantes 3D résine à d'autres alternatives pour construire leur machine et prendre à chaque fois le meilleur des uns et des autres pour sortir des machines de plus en plus performantes, de plus en plus ergonomiques, de mieux en mieux pensées. Donc de ce côté-là, la prise de risque de Creality et PureCreate, franchement, elle est très bien faite. Et pour une fois, par rapport à toutes les autres Alot que j'ai pu revoir sur la chaîne, celle-ci, elle est plutôt bien. Donc, on en parlera dans les conclusions, mais c'est une très bonne surprise de la part de PureCreate. Voilà, j'ai fait l'éloge de PureCreate. Maintenant, on va parler des points faibles. Alors, vous vous en doutez, le point faible, je vous en ai parlé dans la vidéo déjà. Le premier point faible, c'est le nettoyage. Voilà. C'est bien, ils ont proposé quelque chose d'intéressant avec le système de décrochage rotatif des impressions. Le seul problème, c'est le nettoyage. C'est l'enfer de nettoyer ce bac, ce plateau, pardon. Donc vous le balancez dans l'alcool et vous l'oubliez pendant 1 heure. Et après, vous le sortez, vous repassez un peu d'isopropanol et voilà, il est propre. Mais honnêtement, vous ne le nettoierez jamais à la main. Le bac, de la même manière, est un peu chiant à laver. Alors, le bec verseur est plutôt pas mal. Le design en soi du bac est plutôt pas mal. Mais le fait d'avoir les 4 ergots pour pouvoir faire l'absence de nivellement
et le support également pour le système AFU fait que c'est quand même extrêmement chiant à laver par rapport à un bac où vous avez juste 4 faces et un fond et basta, ça se nettoie avec un coup de chiffon. Là, c'est un peu plus chiant. Voilà, donc sachez-le. Le deuxième point faible, ça pique 639 € en version seule, 669 € au moment où je tourne cette vidéo, hein. Bien entendu, avec l'AFU, donc en version combo. Sur le Kickstarter, les gens pouvaient l'avoir à 400 € plus 30 € d'AFU. Bon, le prix à 430 €, c'est plutôt pas mal. C'est un bon prix pour une imprimante pro. Mais par contre, là, 639 €. Putain, c'est le prix d'une GK3 Pro, quoi. Bon. Elle est quand même pas mal, cette machine, mais ça reste cher. Alors, c'est pas qu'elle vaut pas 639 €. Hein. Attention, hein. C'est juste que le prix est au-dessus du marché. Voilà. Donc, ils se sont placés à un prix d'une Frozen, qui a moins d'innovation. Hein. Ils se sont placés au prix d'une GK3 Pro, qui également a moins d'innovation. Mais ça reste un marché de niche. Là où Creality, auparavant, cherchait le plus gros du marché de l'impression 3D résine. Donc là, on voit le virage où ils vont vers de l'imprimante pro, semi-pro, avec cette machine. Donc voilà, 639 €. Moi, je trouve ça quand même un peu cher, sachant qu'il y a une grosse partie de la machine, c'est du carter plastique. Bon, le plastique, ça coûte plus cher que le métal, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, puisque c'est des moules d'injection, etc. Contrairement à la tôle, où ça ne coûte rien en Chine. Mais néanmoins, le plastique, ça fait cheap, alors que le métal, eh ben, ça fait solide. Voilà, on est des franchouillards, on veut du solide. Bref, donc, moi, je la trouve un peu chère, mais elle vaut quand même le prix pour lequel elle est en face. Voilà. Je pense que le bon prix pour cette machine, ça aurait été aux alentours de 500-550 €. Voilà, ça c'est mon avis. Donc, je le mets dans les points faibles. Bon, forcément, j'en ai parlé avant. L'autre point faible, c'est la place que prend cette machine, puisque vous devez lever le capot et qui prend énormément de place au-dessus. Vous devez avoir de la place de chaque côté pour pouvoir décrocher le bac, pour ouvrir les poignées. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. De la même manière, quand vous ouvrez le capot, si vous avez un port Ethernet, il est un peu mal foutu sur le dessus. Donc, de ce côté-là, au niveau design esthétique extérieur, ils n'ont pas pensé à tout. Ils ont pensé ergonomie en disant je mets la clé USB au-dessus, j'oriente l'écran, mais pas forcément encombrement et le fait que, par exemple, les gens qui ont des laboratoires veulent aligner les machines les unes à côté des autres. Et là, du coup, c'est problématique parce que vous perdez beaucoup de place. Donc oui, vous pouvez mettre le système AFU entre, mais bon, voilà. Par rapport à d'autres machines concurrentes qui, elles, ont strictement une dimension et ne prendront pas plus de place de côté, voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, également au niveau design, le fait que le capot, il se casse la gueule quand on le met à la moitié et qu'il tombe, hein, littéralement il tombe, ça c'est un peu dommage. Surtout par rapport aux précédentes Alottes. Putain, les précédentes Alottes, elles avaient le système rotatif là de côté, comme ont toutes les nouvelles imprimantes, et là ils l'ont abandonné et ils ont mis ces charnières. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est dommage. Là, c'est un mauvais point PioCreate. Voilà, vous auriez dû reprendre les charnières. Pardon, coupure de batterie en plein milieu de la vidéo. C'est pas grave, je change d'appareil et du coup, je continue cette vidéo. Donc désolé si vous avez un décalage de cadre, c'est tout simplement que je n'avais plus de batterie. Et donc le temps de recharger et de mettre l'appareil, on est dans cette nouvelle configuration. Donc je disais, point faible, tout simplement le capot qui se casse la gueule, voilà, la charnière. Creality avait des charnières rotatives là de côté comme font tous les fabricants d'imprimantes 3D aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi PioCreate a décidé de les abandonner et mettre ces charnières. Voilà, donc là un très mauvais point à PioCreate parce que vous êtes revenu en arrière et plutôt que de vous dire je vais faire de la qualité, vous avez dit bon ça on s'en fout, de toute façon les utilisateurs, voilà. Mais non, c'est important en fait les charnières rotatives, c'est important de ne pas avoir de place quand on ouvre le capot et de ne pas perdre de la place dans son atelier. Donc bon, ça, mauvais point. Je suis pas gros fan.
Bon, ensuite, comme sur les autres Allots, hein, l'interface, je comprends la logique de dire j'ai une interface juste pour imprimer et après j'ai un menu pour tout le reste. Mais par contre, c'est le bordel. Pourquoi vous n'avez pas coupé en 3 ou en 4 menus, comme le font tous les autres fabricants, de dire ok, j'ai une partie impression. Celle-là, on est d'accord, on n'y touche pas. Ensuite, j'ai une partie outils, dans lequel je gère mon axe Z, dans lequel je peux activer mon AFU, bref, toutes les fonctionnalités de la machine que je peux piloter de là. Ok. Ensuite, j'ai une partie information, service, avec des trucs qui servent à rien, mais genre les mises à jour, les numéros de série de la machine, bref, toute cette merde que personne ne va jamais voir. Et ensuite, vous avez un troisième menu, qui est tout simplement des paramétrages de machine, le fait que je veux désactiver les sons, le fait que je veuille activer la caméra, bref, tous les paramètres qui ne sont pas les paramètres essentiels, hein. On s'entend bien, ou les outils de nettoyage, de montée, descente de Z, de l'activation de l'écran, bref, tous les autres outils, les trucs où on va une fois tous les 5 glinglins. Voilà, vous le divisez en 4. Non, putain, vous faites 2 menus, mais ça, c'était déjà sur les Allots et vous n'avez rien appris. Alors qu'on critique ça depuis longtemps. Donc, encore une fois, ça c'est un point négatif de ma part. Après, ça ne rend pas l'imprimante mauvaise, hein, au contraire, elle imprime très bien. Mais, putain, d'un point de vue expérience utilisateur, les autres ils font mieux sur cette partie-là. Donc, voilà, je le mets dans les points faibles. L'écran, 3,98 pouces, un truc comme ça. Alors c'est bien, la taille est correcte, mais aujourd'hui il y a des gens, enfin il y a des fabricants de machines qui font des écrans plus grands. Je pense par exemple à la Airgate ou à la M7 Pro qui a un écran beaucoup plus grand. Donc voilà, un peu dommage, c'est pas le pire hein, honnêtement, mais je le mets quand même dans les points faibles par rapport à ses concurrentes de la même taille de machine. Et ben, surtout, alors il est très réactif l'écran, sauf les sliders. Les sliders ça marche pas. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'écran ou au niveau du slider, il n'est pas assez sensible, ou si c'est l'interface, dont je parlais juste avant, qui est un peu merdique et qui du coup ne réagit pas. Parce que l'écran, quand on appuie sur les boutons, il réagit très bien. Mais slider, ça marche pas, donc la fonctionnalité de slider peut mieux faire. Bon, petit point faible, le bouton d'allumage à l'arrière, putain. Putain, vous aviez quasiment tout bon, vous me mettez le bouton d'allumage à l'arrière, et vous me foutez un port Ethernet au-dessus, quoi. Foutez-moi le port Ethernet à l'arrière et le bouton d'allumage au-dessus, bordel de merde. Ah, ça m'énerve, ça. Bref, il y en a plein qui ont appris de leurs erreurs. Non. Bon, voilà. Peut mieux faire. L'imprimante est quand même relativement bruyante quand elle tourne. Et truc chiant, mais vraiment truc chiant, c'est que quand l'imprimante est allumée, elle est silencieuse. Si vous lancez un test d'exposition, le ventilo s'allume, mais ne se coupe plus. Voilà. Sachez-le, le ventilo s'allume et ne se coupe plus avant que vous n'éteigniez la machine. Putain! Lance le ventilo le temps du test et arrête-le, bordel de merde. Oh, ça aussi, ça me saoule, quoi. C'est des erreurs de merde. Tu vois, ça, c'est des erreurs de merde. Donc, la machine est un peu bruyante. Alors, c'est pas un avion de chasse comme l'étaient les autres Allots, hein, notamment les Allots Mage. Mais voilà, elle fait un peu de bruit. Mais par contre, le truc chiant, c'est que les ventilos ne s'arrêtent pas quand c'est fini, quoi. Ça tourne, ça refroidit, mais ça sert à rien. Autre petit point chiant, c'est que quand vous allez vouloir gérer vos impressions, vous allez mettre par exemple votre clé USB, vous pouvez aussi les envoyer en Wi-Fi, mais le fichier va systématiquement se copier sur la machine. Dans le disque dur de la machine, vous ne pouvez pas lancer en local depuis la clé USB, elle va forcément importer le fichier pour se charger dans l'imprimante. Et un truc que je ne vous ai pas montré également, mais qui est bien merdique, et il faudra faire très attention, c'est que si vous ne touchez pas, si vous ne mettez pas dans l'imprimante que vous utilisez vos paramètres, la machine va appliquer ses paramètres qu'elle aura définis, par exemple avec l'AFU, elle va dire bah, c'est telle résine, j'applique tel paramètre. Et donc si vous voulez mettre les vôtres, il faut mettre sélectionner, enfin il faut dire imprimer avec ses propres paramètres. Donc je trouve ça très con de devoir le sélectionner et qu'en fait l'imprimante force ses propres paramètres pour vous les imposer
et que vous devez les désactiver pour mettre les vôtres. Donc voilà, sachez-le, ça je trouve ça très merdique. Je comprends aussi la logique. La logique, c'est de se dire on va éviter les erreurs des utilisateurs. Et donc, on va dire, bah, il y a telle résine, ok, je t'applique tel paramètre et tu as de fortes chances que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les paramètres, ils ont tendance à être surexposés. Donc moi, j'applique toujours les paramètres que j'ai déterminés avec des tests d'exposition. Donc là, en l'occurrence, ils étaient plus bas. Donc, bah, j'ai des meilleurs résultats. C'est comme ça. Bon, après, il y a des trucs, je le mets en point faible, mais c'est le design global de la machine. Personnellement, ça sent le design PioCreate, ça sent la machine un petit peu, du début de l'impression 3D résine. Hein, c'est pas foufou niveau design par rapport à des nouvelles imprimantes qui ont des lignes un peu plus agressives, un peu plus pro, etc. Avec de la sérigraphie sur les capots. Là, bon voilà, on a un capot orange et on a des capots blancs. Bon, la forme est pas folle, le design n'est pas fou. Voilà, ça, c'est les goûts et les couleurs. Perso, je suis pas un grand fan du design. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Ce qu'on lui demande, c'est d'imprimer proprement. Donc de ce côté-là, elle fait le job. Mais voilà, pas fan du design. Et enfin, un gros point faible également sur cette machine, c'était déjà le cas sur les autres Allotte Mage. C'est tout simplement le film pincé, c'est juste pas possible quoi. Enfin, c'est juste un cadre qui vient pincer le film sur le bac. Ça, faut arrêter quoi. Putain, faites-moi des putains de sandwichs de merde où vous venez mettre le film en sandwich et après vous fixez sur le bac. Putain, ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Ou encore mieux, les designs de chez Shitu System avec les houpates. Qui permettent d'ouvrir très rapidement et de changer le film. Ça, ok, ça d'accord, mais pas ça, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est très chiant de changer le film sur cette machine parce que vous n'arrivez jamais à le tendre correctement, à pouvoir gérer la tension, en fait, sur ce bac quand vous allez le remonter. Donc, quand vous allez changer le film la première fois, vous allez avoir soit des problèmes de tension, ça va être trop tendu, parce que vous l'aurez tendu comme un porc de peur que ça se détende. Soit vous allez avoir un côté qui va être moins tendu que l'autre, vous allez avoir des différences dans la diagonale, enfin bref. C'est un peu l'enfer à monter, donc j'aime pas du tout ce design de changement de film sur le bac. Voilà, donc dès qu'il y a ça, je vous le mets systématiquement en point faible, parce que je trouve ça merdique. Bon. On a déjà fait le tour, en grosso modo, de tous les points faibles. J'en ai peut-être oublié, mais de toute façon, je les ai dit dans la vidéo, si jamais. Voilà. Donc, si jamais... Ah, si, le dernier point faible, pardon, j'allais l'oublier. Le système, tout simplement, de versement de la résine, qui est un peu... voilà, vous avez un gros furoncle que vous venez fixer dessus. Ça marche bien, hein, mais c'est un peu merdique de devoir à chaque fois le mettre, le reculer pour l'enlever, le remettre. Voilà, ça c'est un peu chiant. On veut un truc qui se mette directement. Voilà, tu plugues ton truc, il y a le machin qui sort, à la limite, il verse, t'as fini, hop, il rentre, il se nettoie. J'en sais rien, mais un truc pratique, quoi. Ça, c'est pas pratique. Alors, c'est pas le pire, il y a pire, hein. Les systèmes Elegoo et Anycubic avec leur double sonde qui trempe, plus le truc qui est au-dessus et qui goûte une fois que vous enlevez le bac, ça, c'est pas mieux. Mais voilà, ils ont proposé quelque chose, mais de ce côté-là, c'est pas forcément top. Voilà. Bon, allez, on va passer aux conclusions sur cette Allotte X1, si vous le voulez bien. Avant de vous donner mes conclusions sur cette machine, si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement et également à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, si cette machine vous intéresse ou une autre machine que je vous ai montré dans mes vidéos, vous avez mes liens affiliés dans la description, ce qui vous permet d'acheter votre machine sans surcoût et de laisser une commission à la chaîne pour tout simplement me remercier des vidéos que je fais pour vous informer des points forts, des points faibles, de la qualité d'impression de toutes ces machines et également du matériel utilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces liens affiliés pour faire vos achats, ça permettra de soutenir la chaîne. Au niveau conclusion, cette Allotte X1 de PioCreate, je trouve que c'est une bonne machine.
C'est une bonne surprise surtout puisque vous avez déjà vu mes vidéos review sur les Allotte Mage qui n'étaient clairement pas tendres, tellement pas tendres que la première, j'ai même pas fait de vidéo complète dessus, tellement elle était merdique. J'avais vraiment pas envie de le faire, donc je l'ai fait sur une vidéo courte. Elle s'est fait mais défoncer. La deuxième, Creality à l'époque m'a dit oui, on voudrait la review. Alors j'ai dit mais la review elle va être tout aussi pourrie que la première. Ils m'ont dit non mais fais une review. Ok, j'ai fait une review. Elle s'est fait défoncer également. Mais du coup ça permet un petit peu de vous montrer que je fais pas que des reviews gentils. Au contraire. Hein. Mais cette machine-là, c'est plutôt une bonne surprise. Et j'avais très peur avant de la recevoir que c'était dans la même lignée que les deux précédentes. Et finalement, bonne surprise. Donc voilà, c'est une machine qui imprime très bien. Elle imprime vite, elle est fiable. La qualité d'impression est vraiment bonne. Le système est plutôt bien pensé. De ce côté-là, c'est franchement très très bien. L'ergonomie de la machine au niveau de l'écran sur le dessus, avec le système de libération rapide, c'est très très bien. Donc c'est une machine qui est agréable à utiliser. Après, c'est une machine qui prend de la place. C'est une machine qui a une interface utilisateur un peu chiante à utiliser. Par contre, une fois que vous avez la main, c'est bon, hein, vous savez, tic tic tic, vous cliquez, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à d'autres machines, c'est vrai que l'interface utilisateur pourrait être meilleure et les traductions aussi pourraient être meilleures, puisque détection, c'est pas du français, c'est de l'espagnol. Ou peut-être même c'est du portugais, j'en sais rien vu comment c'était écrit. Donc voilà. Et après oui, il y a des trucs très bien. Hein. Le plateau clic-clac, par contre c'est sûr qu'il est plus chiant à nettoyer. Le bac qui s'ouvre, qui permet tout simplement de le libérer sans vis, c'est très bien, mais du coup il faut de la place de côté. Par contre l'avantage aussi c'est que vous ne pouvez pas fermer le capot, donc ça vous évite d'oublier que vous avez oublié de verrouiller le bac. Voilà, tous ceux qui ont déjà un jour oublié de verrouiller un bac et vu leur bac suspendu dans le vide avec leur plateau accroché au bac et que d'un coup, bam, ça tombe au fond. Voilà, là, vous êtes très content d'avoir ce système-là. Pour moi, ce qui est très intéressant quand même sur cette machine, ça reste quand même le système d'éclairage. Et honnêtement, j'aimerais bien voir ce même système d'éclairage sur des machines de concurrents, de voir un petit peu les performances avec ce système-là. En tout cas, ça marche très bien avec la résine Creality 16K qui a été testée sur cette machine. La résine Itslogic High Resolution, enfin High Detail, qui est la résine haute résolution, pas fan du résultat, mais je pense qu'il y avait des ajustements à faire, soit au niveau de l'exposition, parce que je pense que cette résine a tendance à surréagir du fait du système d'éclairage. Il faudrait que je mesure un peu plus en détail et que j'essaye de descendre encore mes temps d'expo, même si j'avais déjà fait mes tests de calibration avant de lancer l'impression. Voilà. Après, franchement, dans sa globalité, c'est une bonne imprimante 3D, un peu chère. Pour moi, 640 €, enfin 639 € actuellement, je trouve ça un peu cher. Si vous arrivez à avoir cette imprimante aux alentours de 450, 500 € max, je pense que c'est une bonne affaire. Il y a les Black Friday qui arrivent. Je ne sais pas s'il y aura des réductions. En tout cas, s'il y a des réductions, c'est pas un mauvais investissement si vous prenez une Allotte X1. Et ce n'est pas moi qui vous dirais que c'est une mauvaise machine pour une fois, cette PioCreate, pardon, putain, faut que j'arrête de dire Creality, ce n'est plus Creality, cette PioCreate Allotte X1, et c'est une bonne machine. C'est une bonne machine un peu chère malheureusement pour son segment, mais qui ramène quand même pas mal d'innovations. Donc si vous voulez pousser des innovations, ça peut être intéressant d'acheter cette machine pour dire, regardez, c'est ça qu'on veut. Et tant que vous ne le sortirez pas chez les concurrents, je prendrai ce système-là, qui a des défauts du fait de la conception de la machine, parce que voilà, le capot, machin, etc. Mais qui par contre a des gros avantages au niveau de l'écran, au niveau du système de libération, etc. Donc, ma conclusion sur cette machine, c'est une bonne machine. Voilà. À votre grande surprise, pour ceux qui connaissent la chaîne. Et bien entendu, comme toutes les machines, elle a des points forts et des points faibles. Mais vous ne ferez pas un mauvais achat en achetant cette machine. Si je dois la comparer à d'autres machines du même segment, et parce que c'est ce qui va vous intéresser, aujourd'hui sur cet ordre de prix, vous allez avoir la Saturn 4 Ultra en version 16K,
qui est beaucoup moins cher, mais qui a très peu d'innovation, en tout cas très peu de nouvelles innovations par rapport à cette machine. Elle est plus lente, la Saturn 4 Ultra version 16K, du fait du tilt. L'écran a la même résolution, mais par contre, il n'a pas le même système d'éclairage et celui-là est beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, si vous voulez de la qualité d'impression, vous mettez un ACF sur cette machine pour être sûr qu'il n'y ait rien qui accroche, ou encore mieux un HDF, et vous aurez une très bonne qualité d'impression, mais surtout très rapide, puisque vous allez être proche d'une M7 de Anycubic, donc qui est une machine du même segment, mais plutôt entrée de gamme. Donc la M7, beaucoup moins quali, hein, on s'entend, mais même performance en termes de vitesse. Sa concurrente, on va dire, sur le marché, ça va être la M7 Pro, mais qui a un écran moins résolutif que celle-là, mais qui par contre a d'autres avantages, hein, notamment au niveau vitesse. Elle va plus vite, la M7 Pro, que celle-ci, en version high speed. Et elle est beaucoup mieux foutue au niveau de l'interface utilisateur, etc. Au niveau des prix, on est un tout petit peu moins cher sur la M7 Pro, si je ne me plante pas. Notamment parce qu'Anycubic a beaucoup baissé ses prix, tout simplement parce qu'il y a la future vague, hein, qui arrive d'imprimantes. Donc ne vous leurrez pas, si les prix baissent chez Elegoo et Anycubic, c'est parce qu'il y a les prochaines machines qui arrivent. Je dis ça, je dis rien. Vous allez ensuite avoir la nouvelle Phrozen Mighty Revo version 16K. Cette machine a zéro intérêt. Voilà, elle est chère et elle a zéro intérêt. Achetez plutôt une Saturn 4 Ultra version 16K, puisque c'est strictement la même chose à l'intérieur. C'est juste qu'il y en a une qui est brandée Phrozen et l'autre Elegoo. Voilà, mais les deux sont faits par Shitu System. C'est juste qu'ils pimpent la machine autour. Voilà, sauf que l'interface de la Mighty Revo n'a pas d'intérêt aujourd'hui par rapport à la Mighty 8K à l'époque quand elle est sortie, qui était révolutionnaire. Voilà. Ensuite, vous avez la GK3 Pro, qui est dans la même gamme de prix que celle-ci, voire même plus chère, hein, si je ne me plante pas. Elle est peut-être même à 700-750 euros. Alors, la GK3 Pro a l'avantage d'avoir son écran tactile qui peut monter et descendre, donc il peut pivoter. Donc niveau ergonomie, c'est encore mieux. Vous avez le bouton d'allumage à l'avant, vous avez le port USB à l'avant, vous avez le capot qui ne prend pas de place, ça c'est très bien. Vous avez le système de libération du bac qui se fait très facilement, mais qui est aussi chiant à laver. Vous avez le système de libération du plateau qui est très très bien. Par contre, vous avez un nivellement qui est extrêmement chiant par rapport à cette machine. Au niveau qualité d'impression, vous êtes purement sur une lentille de Fresnel, hein, donc l'éclairage, le système d'éclairage de la GK3 Pro est bien inférieur à celle-là, mais c'est une imprimante quand même très bien pensée et qui a un design qui est beaucoup plus avancé que celle-ci. Les designers de la GK3 Pro ont vraiment bien pensé cette machine, elle est vraiment extrêmement bien construite et surtout elle est ergonomique. Voilà, donc c'est quand même très important, là où cette machine ne l'est pas. Voilà, donc vous êtes un peu plus cher avec la GK3 Pro, elle a ses avantages, ses inconvénients, mais on va dire que sa principale concurrente aujourd'hui, ça serait soit la M7 Pro, quand même moins haut de gamme, et principalement la GK3 Pro, la GK3 Pro qui a une qualité de finition que n'a pas celle-là, mais par contre qui a moins d'innovation que celle-là. Donc voilà. Par contre, les deux impriment très bien, hein. Pas se leurrer, hein. La GK3 Pro, elle a aussi un système d'éclairage avec une haute longueur d'onde que celle-là. Là, on est sur du 405. Enfin bref, c'est un bordel monstre. Mais grosso modo, la principale concurrente de cette machine, ça serait pour moi la GK3 Pro d'un point de vue segmentaire. Les autres sont plutôt des machines grand public, haut de gamme. Mais PioCreate avant était spécialisé dans les imprimantes 3D résine professionnelles. Donc c'est normal qu'ils veuillent cibler le marché de niche haut de gamme, professionnel, semi-professionnel, et notamment tout ce qui est dentisterie, joaillerie, etc. Cette machine, elle s'adresse à ces personnes-là, elle s'adresse pas trop à celui qui veut débuter, même si c'est une machine qui fonctionnera très bien et qui sera très bien pour un débutant. Mais voilà, c'est pas, je pense, leur cible commerciale du fait du prix qui est affiché. Si vous arrivez à avoir cette machine, comme dit, à 450, 500 euros,
c'est une bonne affaire. Honnêtement, vous aurez une bonne machine pour ce prix. Voilà. Donc, on va arrêter cette vidéo sur cette conclusion. Et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, ça permet de pousser la vidéo. Et de la même manière, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient s'intéresser à cette machine, qui se posent des questions dessus, ou tout simplement dans vos groupes d'impression 3D, Discord, Facebook, Instagram, bref, ce que vous voulez, Reddit, X, voilà. Donc, si vous partagez cette vidéo, ça permettra également de la pousser. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir également la chaîne d'une autre manière. N'hésitez pas également à me faire vos commentaires sur des choses que j'aurais pu dire, des choses incohérentes dans la vidéo, même si je ne pense pas en avoir fait. Et si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Donc, checkez les commentaires, il se peut que votre question et la réponse y soient présentes. Voilà, en attendant, moi je vous dis un grand merci si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et bien entendu, à plus!